Si vous avez des questions, et surtout vous n'hésitez pas, je réponds régulièrement sur le chat écrit. On appelle donc... Allô? Allô? Oui, Bonjour, c'est Pascal? c'est Arnaud. Ah, Bonjour. c'est Arnaud, d'accord, ok. Bonjour Arnaud, ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Ok, alors, je vais... Est-ce que toi c'est ok au niveau du son, tu m'entends bien? Ah ouais, je t'entends parfaitement. Ok, et sur le chat écrit, je vais vous demander si vous m'entendez bien et si vous entendez bien Pascal. A priori, moi, il n'y aura pas de problème. Et si le son de Pascal est bon, et ensuite... pardon, de Arnaud, et ensuite on va continuer. On va commencer l'interview, la présentation, etc. Alors j'attends votre confirmation s'il vous plaît sur le chat écrit, et comme je vous l'ai indiqué, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je les transmettrai au fur et à mesure. Ok, parfait. Merci Tudu, merci Windows. Donc tout est ok. Alors bonjour Arnaud. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire que je vais te laisser te présenter aux utilisateurs de Vidéobourse. Donc c'est à toi. Ok, bonjour à tous, donc je suis Arnaud, associé de DM Trading. Écoute, moi j'ai travaillé donc 10 ans en tant que trader pour compte propre pour deux grandes banques, donc la première UBS, où j'ai travaillé donc pendant 5 ans à la fois à Paris, puis ensuite je suis parti sur Londres. Et ensuite, j'ai rejoint le propre desk de Morgan Stanley à Paris. Voilà, et puis depuis quelques temps, maintenant je travaille avec Pascal sur la société DM Trading. D'accord, très bien. Alors, DM Trading, bon, la plupart connaissent, mais si tu peux présenter rapidement, c'est uniquement de la formation, c'est quoi? Alors oui, on fait de la formation. C'est beaucoup d'analyse technique. Euh, on est en train d'implémenter le fondamental, donc au travers de mon profil, puisque moi je suis plus un trader fondamental. Voilà, mais peut-être que sur cette partie-là, Pascal, il pourra en dire un petit peu plus, puisque ça correspond davantage à ce que lui fait au niveau du technique. Voilà. Alors, ok. Donc, toi, tu dis que tu es plutôt analyste fondamental, tu es plutôt fondamental, toi, dans ton approche des marchés? Voilà, moi c'est uniquement du fondamental. Bon, bien sûr, il y a toujours quelques éléments techniques que je peux utiliser, mais c'est vraiment l'approche fondamentale qui prédomine dans les stratégies d'investissement que je mets en place. Ouais. Voilà, donc après, moi ce que je peux éventuellement vous proposer, c'est de voir un petit peu comment s'articule le travail du trader, mais du propre trader en fait, puisque finalement le propre trader c'est il est à la fois trader et à la fois analyste, hein, parce que il doit prendre des positions en fonction de ses propres analyses à lui. Alors que c'est pas la même approche dans un. Tu dis que tu as travaillé donc chez UBS et Morgan Stanley. C'est des approches complètement différentes. En quoi consistait ton métier exactement de trader au sein de ces banques? Donc en fait les approches étaient euh, assez similaires. Je dirais à la différence près, c'est que dans la poursuite de mon cursus chez Morgan Stanley, j'ai tradé les actions comme chez UBS, mais ensuite on a amené un petit peu de pétillant, si je peux dire, puisque en fait on a implémenté aussi des stratégies via les options ou des stratégies de couverture ou directionnelles sur les futurs. Ouais, parce que je sais pas que je. Toi, c'était vraiment trader, c'est-à-dire que tu devais passer des ordres ou tu as été justement dans la partie analyse? Alors donc c'est ce que c'est si tu veux en fait le propre trader, parce que si tu veux tu as le trader au sens trader négociateur qui va effectivement passer des ordres essentiellement pour la clientèle de la banque, et puis tu as le propre trader donc qui lui va prendre des positions en risque pour le compte propre de la banque. Donc ça c'était mon métier. Donc comment ça s'articule, c'est en fait
le prop trader, il fait ses analyses des sociétés, il prend en compte à la fois l'actualité économique des sociétés, mais l'actualité macroéconomique, et il met en place aussi ses propres modèles d'analyse des sociétés, il les valorise, et il mélange un petit peu tout ça, et ensuite il prend ses positions sur le marché. D'accord. Toi, donc là, tu parles de société. Tu tradais plutôt le marché action, justement, ou est-ce que tu étais plutôt sur le forex? Est-ce que... Moi, je tradais les actions avant tout. Donc, bon, sur mon expérience parisienne, c'était le marché français. Sur mon expérience londonienne, c'était le marché à la fois français et les marchés européens. Après, une approche, à un moment donné, qui était une approche un peu plus sectorielle. L'avantage, c'est que voilà, on comprend mieux comment se comportent les actions à l'intérieur d'un secteur. Et ensuite, donc, sur la fin de mon parcours sur Paris, c'était vraiment une approche CAC, vraiment fondamentale sur les actions du CAC. Voilà. Avec, bien sûr, des mises en place de couverture lorsqu'on a des marchés adverses. Où là, en fait, il faut soit couvrir les portefeuilles, soit les alléger en fonction des positions qu'on a et des convictions qu'on a. D'accord. Et donc, toi, alors, du coup, tu dis que tu as une approche plutôt fondamentale. Dans les banques, il y a quoi? Il y a plusieurs catégories de traders. C'est quoi? Vous êtes regroupés, les fondamentaux avec les fondamentaux, les techniques avec les techniques. Il y a des analyses qui sont uniquement construites sur le technique. Comment ça se passe en fait? Alors en fait, comment dirais-je, en fait, dans la banque d'investissement, tu n'as absolument aucun groupe de traders qui fonctionne que sur du technique. Ça n'existe pas. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que tu as des groupes de prop trading, donc soit un petit peu diversifiés comme moi j'étais, c'est-à-dire que c'est des traders qui vont prendre des positions sur les actions, mais qui vont essayer de doper un peu la performance de leur book avec soit des prises de position sur les futurs, soit des prises de position sur les options. Et après, à côté de ça, tu as des traders sectoriels, où là, eux, c'est les mecs, ils vont être vraiment spécialisés sur un secteur. Et encore une fois, je parle là au niveau des actions. Hein. Parce qu'après, effectivement, tu as les traders qui sont les traders options, où là, ils vont traiter que les options. Voilà. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, donc j'ai compris. Et ensuite, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu avais un capital qui t'était alloué, tu étais libre de sa gestion, ou est-ce que tu avais des règles très précises, très rigoureuses, en termes notamment de money management et de choses comme ça? Alors, en fait, sur le capital, c'est des choses qui sont pas, comment dire, qui sont pas clairement formalisées, c'est-à-dire, voilà, c'est pas, tu as 50 millions d'euros de position à prendre et à 50 millions et 100 euros, tu as un voyant rouge qui s'allume et on vient te tirer les oreilles. En fait, si tu veux, le trader, à partir du moment où l'équipe de management des risques lui fait confiance, tu sais que tu as un encours en gros à pas dépasser. Et par contre, en fonction des marchés, tu as une communication qui s'établit entre le trader et la gestion des risques pour expliquer, dans certains cas, si tu as des mouvements de PNL qui sont trop forts, pourquoi, et d'expliquer aussi pourquoi tu penses que ton exposition au book, elle est justifiée à des niveaux très élevés. Et alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, ceux qui s'occupent de la gestion des risques, eux, ils doivent gérer le risque de la banque. Donc, gérer le risque de la banque, ça veut dire gérer le risque de la totalité des traders. Et donc, à partir du moment où les marchés commencent à être très volatiles, ce qui se passe, c'est qu'ils vont demander ils vont demander à tous les traders de réduire l'exposition de leur book pour réduire l'exposition de la banque. Et c'est ce qui peut aussi parfois créer, ce qu'on voit sur les marchés, lorsque en fait on a des tendances fortes en intraday qui se mettent en place, surtout quand ça fait 2-3 jours que le marché il a baissé. Là on a des sorties de position parce que tu as certaines banques qui doivent nécessairement réduire leur exposition au marché. D'accord. Et donc, à ce moment-là, c'est un mot d'ordre général qui est lancé aux traders qu'il faut alléger. Est-ce que c'est... Ouais, absolument. C'est voilà,
le boss quand on est à Paris, qui vous appelle de Londres, ou quand vous êtes sur le floor à Londres, qui vient voir chaque... Parce qu'en général, les groupes de traders, ils fonctionnent plutôt par binôme, ou par trinôme, mais bon, ça dépend. Et là, il vient, et puis il y a une vraie communication qui se met en place pour dire, voilà, les positions dans lesquelles tu es à l'aise, tu es sûr, tu as une vraie conviction, ok. Par contre, ouais, il peut arriver que voilà, sur un book de trading, quand tu as 50 millions d'exposition ou 60 millions d'euros d'exposition, bon, bah, tu as des positions qui sont où tu as moins de conviction et qui sont de taille moins importante. Bon, bah, c'est probablement celles-ci sur lesquelles tu vas t'alléger en premier. Et donc, ça, je dirais, c'est la stratégie qui se met en place sur chacun des books tradés par les traders de la banque. Ok. Et donc toi, c'est ce que tu as fait pendant combien d'années, ça, ce travail là chez UBS puis chez Morgan Stanley? Moi, j'ai fait ça pendant 10 ans. D'accord. Et donc ensuite, pourquoi t'as arrêté? Bah, j'ai arrêté pour 2 raisons. La première, c'est que j'étais lessivé. Lessivé parce que, bon, enfin là, j'avais préparé un petit PowerPoint sur la journée d'un trader, par exemple. Mais en fait, ouais, j'étais lessivé parce que tu commences donc très très tôt tes journées, puisque en fait, je dirais la phase pré-marché, c'est vraiment... Ouais, pardon, attends, je vais mettre le truc en vibreur, hein, je suis désolé, vas-y, je te laisse. Et je disais la préparation de ta journée, c'est vraiment ce qui va préparer ton trading de la journée. Donc, tu es obligé de venir relativement tôt le matin. Après, bon, bah, tu as le marché. Et il y a 2 choses à gérer, 2 choses qui sont usantes à la longue. C'est, bon, effectivement, la gestion de ton book sur les aléas du marché. Mais il y a aussi la pression du management. Et ça, c'est une deuxième chose qui t'use à la longue, parce que quand tu as un marché qui décale dans le sens inverse de tes positions, donc nécessairement tu remets en cause certaines de tes positions, c'est normal, et à côté de ça, tu dois justifier vis-à-vis du management tes positions et être suffisamment fort pour tenir ces positions. Et si ces positions par la suite n'évoluent pas dans le sens que toi tu avais avancé, du coup, le management te met une pression d'autant plus forte. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'à la longue, ça devient très dur. Et alors, pour répondre complètement à ta question, en 2009, moi, j'en avais un peu marre. Les marchés étaient devenus vraiment très, très durs. Donc, j'ai décidé de prendre un peu de recul et de sortir de l'industrie. D'accord. Et de gérer, excuse-moi, de gérer mon portefeuille perso. Ok, très bien. Quand tu travaillais pour la banque, tu avais des impératifs, c'est-à-dire que par exemple, tu pouvais trader que à l'achat, est-ce que tu pouvais rentrer à l'achat, à la vente comme tu voulais, est-ce que tu avais des produits qui t'étaient interdits? Non, en fait, c'est ça qui était excellent, je dirais, et qui rendait le business encore plus excitant. C'est que tu faisais ce que... Enfin, vraiment, tu avais une liberté assez pas totale, mais assez grande sur tes choix d'investissement. À condition bien évidemment que tu puisses expliquer pourquoi tu as fait ça. Mais à partir du moment où voilà, la confiance elle est là, bon, quand tu as fait 10 ans que tu fais le métier, en principe la confiance elle est là. Et donc tu peux shorter, tu peux te mettre long, tu peux acheter des crash puts. Petite anecdote, par exemple, en 2008, ce qu'on avait fait, c'est on avait acheté des crash. Alors je sais pas si tout le monde sait ce que c'est que les crash puts. Non, vas-y, ouais, explique. Donc en fait, les puts, donc c'est une option de vente qu'on peut acheter. Et l'objectif, c'était d'acheter des options de vente très très en dehors de la monnaie, c'est-à-dire avec des prix d'exercice très très éloignés des prix actuels, enfin à un moment donné. Donc comme ils sont à des prix tellement improbables, je te donne un exemple. Par exemple, tu achètes une option de vente sur du Peugeot, à un moment donné où Peugeot vaut 50, et l'option, tu achètes une option en disant je pourrais vendre des titres Peugeot à 30 € dans 6 mois ou dans un an, cette option, elle vaut rien.
elle vaut rien du tout parce que tu n'as aucun intérêt d'acheter une option pour vendre un titre qui vaut 50 € aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que 6 mois plus tard, si le titre Peugeot s'est écroulé et qu'il en vaut plus que, je sais pas, 20 ou 15, bah, du coup, ton option, elle s'est fortement valorisée. Et du coup, nous, c'est un peu le scénario qu'on avait joué en 2008 avec le retournement des marchés, parce qu'on avait fait un peu ce pari sur le secteur automobile, en disant que c'était un secteur très endetté, avec des marges très très faibles, avec des structures de coûts fixes très très importantes, très très élevées. Et qu'à un moment donné, il allait falloir soit recapitaliser ces entreprises, qui étaient déjà tellement endettées que ça allait être très très dur, soit faire appel à de la nouvelle dette auprès des banques, ce qui allait également être impossible, et que probablement soit on allait faire appel à l'État, soit c'était des entreprises qui étaient vouées carrément à faire faillite. Et c'est ce qui s'est déroulé en fait sur le schéma, parce que donc on a pu voir l'évolution des cours de ces titres-là, et du coup on a fait un jackpot énorme sur le fait de jouer sur des crash puts en fait. Voilà. Ok. Et donc tu dis ouais, que t'es parti dans un contexte de marché difficile, pourtant d'après ce que tu dis, ça s'est bien passé pour toi la crise de 2008. Ouais, ça s'est bien passé, oui, mais moi je suis parti en 2009, je suis pas parti en 2008. Ouais, mais bien sûr, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas parce que ça se passe plutôt bien que c'est pas usant. Voilà, moi, je suis parti parce que j'étais usé. Voilà, c'était psychologiquement, je dirais même presque physiquement, très très intensif. Voilà. Alors justement, tu avais préparé un petit PowerPoint par rapport à la journée type d'un trader. Est-ce que tu veux nous le présenter? Est-ce que tu as besoin qu'on partage l'écran? Ouais, s'il te plaît. Si c'est possible. Vas-y, tu sais comment on fait pour partager l'écran? Peut-être que Pascal va m'aider. Tu cliques sur le petit plus là en dessous sur Skype là, tu as une barre, tu as un plus, ouais. Et tu partages l'écran. Partage d'écran. Ok. Super. Voilà, c'est bon. J'ai ton écran, tout à fait. Parfait. Ok, donc voilà une journée type d'un trader, donc de 7h à 9h. Ce que je disais, c'est que c'est là où il va préparer sa journée. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder ses emails, il va regarder ses Bloomberg pour regarder un petit peu ce qui s'est passé sur la session aux US la veille. Donc quels ont été les résultats des entreprises aux US, quelles ont été les parutions macro, est-ce qu'il y a eu des décisions majeures qui ont été prises, est-ce que voilà. Sur la Fed, il y a des décisions qui sont sorties, sur le FOMC. Voilà. Il va regarder également le suivi des résultats des sociétés donc, sur le marché européen. Parce que des fois, c'est intéressant aussi de voir l'impact que peut avoir au sein d'un secteur le résultat d'une entreprise et l'interdépendance que ça peut avoir sur une des sociétés qu'on a dans le book. Ensuite, ce qu'il fait, c'est il fait un meeting avec donc les sales traders, c'est un peu l'intermédiaire entre le trader et le client de la banque. Donc le client de la banque qui peut être un fonds d'investissement, qui peut être un hedge fund. Et là, ce qui est intéressant dans ce meeting-là, c'est que en fait le trader il va pouvoir avoir l'information de la part des sales traders sur ce qu'ont fait les fonds institutionnels la veille, soit d'une part aux États-Unis, mais aussi sur les marchés européens. Donc ça permet de voir un petit peu quel est l'état d'esprit de certains fonds, ou même de très gros fonds, parce qu'il y a des fonds qui ont des importances majeures, tant d'un point de vue de la taille et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les marchés, mais aussi de la stratégie, parce qu'il y a des fonds que, quand on est trader, on aime bien suivre, parce qu'il y a des gérants qui parfois sont très très bons. Donc ça c'est un élément important aussi dans ces prises de décision de trading, de comprendre ce que certains fonds font. Est-ce qu'ils vont jouer certains secteurs, est-ce qu'ils vont jouer certaines valeurs, est-ce qu'ils vont sortir massivement. Voilà. Et puis aussi de comprendre aussi la variante des hedge funds, parce que des fois on peut aussi comparer, on peut s'apercevoir que dans certains mouvements de marché, les hedge funds ont été très vendeurs, et qu'à l'inverse, en face, on a eu des fonds institutionnels qui ont été beaucoup plus acheteurs. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet de voir un petit peu de prendre la température de ce qui se passe sur le marché et d'avoir une idée de la volatilité sur le marché. Et ça, vous les aviez comment? C'est les flux des fonds d'investissement et des hedge funds? En fait, des fonds institutionnels, pardon.
Ouais, mais en fait, c'est tous les fonds institutionnels et hedge funds qui passent par UBS ou Morgan Stanley ou Goldman Sachs ou etc. Pour traiter leurs ordres. En fait, D'accord, hein. ok, je vois. Voilà, donc ça permet d'avoir on a des systèmes informatiques super perfectionnés qui permettent de savoir quels ont été les volumes traités, pour quel montant, sur quelle valeur, etc. D'accord, ok. Voilà. Après, donc, on a l'analyst meeting. Donc là, en fait, c'est bien parce que ça permet au propre trader d'un peu d'échanger sa vision des choses avec les analystes financiers. Donc, les analystes financiers, eux, là, je parle des analystes financiers à proprement dit, où leur seul métier, c'est d'analyser la société et d'émettre des recommandations vis-à-vis des clients de la banque, donc des fonds d'investissement ou des hedge funds. Et donc, c'est bien parce qu'on on a parfois des visions divergentes ou des visions communes et qui permettent, lorsque, par exemple, on a une société qui publie des résultats, d'avoir une meilleure idée du mouvement, de l'impact que ça peut avoir sur la journée, sur le titre. Avec éventuellement des changements de recommandation de ces analystes qui motivent au cours de ces analyst meetings. D'accord. Voilà. Et puis après, on a aussi des entretiens téléphoniques avec certains analystes, parce que les analyst meetings, ils se font soit en salle commune, soit sous forme soit sous forme de téléphone, mais avec tout un groupe de personnes. Donc après, moi, par exemple, il m'est arrivé sur des sociétés que j'avais dans mon portefeuille sur lesquelles il y avait de l'actualité, de vouloir m'entretenir avec l'analyste qui suivait cette société pour échanger davantage, aller plus loin dans la réflexion. Alors, avec certains analystes, c'est-à-dire des analystes de la banque ou des analystes extérieurs? Ouais, c'est les analystes financiers de la banque qui suivent sectoriellement des valeurs et donc d'approfondir cette réflexion. Et éventuellement aussi, ce qui peut se passer, c'est souvent les matins, les prop traders sont appelés par d'autres brokers qui leur font aussi un espèce de morning meeting sur lesquels ils vont leur rien leur apprendre de nouveau parce qu'on est déjà là depuis bien longtemps et on est déjà au courant de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui risque de se passer sur la journée. Mais parfois c'est pas mal parce qu'il y a certains brokers qui ont aussi des analystes et ces analystes peuvent éventuellement changer de recommandations sur des titres et on sait que ça peut affecter à un moment donné dans la journée le titre. Et si c'est un titre qu'on a en portefeuille, c'est bien de pouvoir le prendre en considération. D'accord, ok, très bien. Donc tout ça c'est de 7h à 9h. Il y a encore d'autres choses, que ça fait déjà beaucoup. Ouais, après il y a un petit coup d'œil quand même sur la configuration technique du marché. Donc là, en gros, on va essayer de regarder surtout les supports, les résistances, voilà, sur les niveaux sur lesquels on est. Et de là, on va essayer de se faire un avis sur la tendance du jour. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le sacro-saint du trader. C'est vraiment ce qui est important parce que le trader, en fait, il est beaucoup plus sensible au risque de marché qu'au risque intrinsèque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le risque intrinsèque, c'est le risque qui est lié à une seule action. Intrinsèquement, cette action, elle peut baisser, elle peut monter. Le risque de marché, c'est en fait, à partir du moment où le marché va baisser, il va emmener avec lui toutes les autres actions, d'une manière générale. Et en fait, le propre trader, il a un book sur lequel il va fonctionner en valeur absolue. C'est-à-dire que lui, ce qu'on va lui demander, c'est de générer du PNL, à l'inverse, par exemple, d'un gérant de fonds. Un gérant de fonds, lui, il va avoir un benchmark, par exemple, répliquer l'indice CAC 40, répliquer l'Eurostock 50. Et voilà, ce qu'on va lui demander, c'est, même s'il perd son fonds, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse une meilleure performance que son benchmark. Alors que le prop trader, lui, non, on ne lui demande pas de faire mieux que l'indice. Ce qu'on lui demande, c'est de gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que le risque de marché, c'est quelque chose que lui, il doit vraiment prendre en considération. Et du coup, c'est de là où il va soit alléger, soit renforcer ses positions, soit éventuellement utiliser des futurs donc pour couvrir son book. Si, par exemple, il a une position longue trop importante sur son book et qu'il pense que le marché risque de dévisser, à ce moment-là, il va se couvrir sur les futurs, en vendant des futurs. D'accord, ok.
Et moi justement, on m'avait souvent parlé de ça. Du, D'après les contacts que j'avais pu avoir de personnes qui avaient été en salle ou qui connaissaient bien, etc., c'est que en fait, ben, il y a très peu de traders directionnels en salle de marché, donc chez les banques, etc. C'est beaucoup de couverture ou d'arbitrage, des choses comme ça. Est-ce que tu confirmes ou toi, c'était, bah, c'est ce que tu avais l'air de dire, vraiment du directionnel, c'est-à-dire que tu faisais un choix sur une tendance et tu risquais de l'argent? Ah ouais, ouais, non, non, c'est vraiment du directionnel avec des prises de risque sur ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a tous ceux qui s'occupent de la gestion des risques dans les banques, c'est parce que derrière, il faut quand même contrôler ce que font les traders. C'est vraiment du directionnel, hein, vraiment. Et d'ailleurs, ce qu'on demande à un propre trader, c'est de gagner de l'argent. S'il fait que de prendre des positions arbitrées systématiquement ou systématiquement couvertes, là, il risque d'avoir beaucoup de mal à générer du PNL, hein. D'accord. Alors, en termes de pourcentage, on attend quoi en général d'un trader en banque, en termes de pourcentage mensuel ou annuel, par exemple, de profit par rapport au capital? Mais en fait, il n'y a pas de règle. Il y a vraiment pas de règle. Ce qu'on lui demande, c'est de gagner de l'argent et de gagner plus que l'année d'avant. En principe, ce qu'on va lui demander, c'est, on va lui dire, voilà, bah, l'année dernière, tu as fait tant de pourcents. Cette année, on voudrait que tu fasses tant de pourcents. Voilà. Et après, si tu veux, c'est pas figé. Et aussi, ceux qui s'occupent de la gestion des risques qui sont au-dessus, c'est des mecs qui ont été traders avant toi et qui savent comment ça se passe. Et du coup, ils sont capables de comprendre qu'à un moment donné, ils t'ont fixé, je sais pas, de faire 35% par rapport, 35% par rapport à l'année d'avant. Mais ils sont capables de comprendre que voilà, cette année, tu as un marché qui est super difficile, qui est hyper volatile, qui est très difficile à lire, très difficile à comprendre. Il y a beaucoup de nervosité et que du coup, ils savent très bien que tes résultats seront moins bons que ceux qui étaient attendus au départ. Et d'autant plus lorsqu'ils vont te demander, comme on en parlait tout à l'heure, de réduire la taille de ton book sur le marché. D'accord, ok. Bah, derrière, là, donc, tout ce que tu as précisé là depuis le début, c'est de 7h à 9h. Donc, il y a encore d'autres choses que vous faites le matin ou c'était. Là, Après, vous commencez justement le trading? voilà, après c'est la session en fait. Là, bah, en fait, on fait le suivi des positions existantes, hein, parce qu'on a des positions dans le book. Donc là, plusieurs possibilités. Soit effectivement, on peut renforcer des positions, on peut alléger, on peut ne rien faire aussi, parce que ça arrive, notamment pendant l'été. Euh, on peut prendre des nouvelles positions en fonction de l'actualité micro et macro, hein, mais ça peut être des positions nouvelles prises en fonction de ce qu'on a découvert entre 7h et 9h, mais ça peut être aussi des positions qu'on va ouvrir en fonction d'un événement qui peut se passer au cours de la journée. On va, donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, on va contrôler l'exposition du book et mettre en place des couvertures si c'est nécessaire. Mais ça, encore une fois, on va mettre de la couverture en place, c'est vraiment lorsque les marchés décalent. On fait aussi du market making. Ça peut arriver, c'est pas systématique, mais ça peut arriver. C'est que, en fait, lorsque un gros fonds institutionnel ou même un hedge fund client de la banque souhaite sortir une taille très importante d'actions, je dis n'importe quoi, il veut vendre 5 millions de titres Sanofi, et ben, il sait très bien que s'il veut les vendre tout de suite, il ne pourra pas le faire. Parce que sinon, il va faire décrocher le titre d'un seul coup et ça va. Et puis d'ailleurs, d'un point de vue déontologique, c'est interdit. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir questionner Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc. Et il va lui dire, bon bah écoute, moi j'ai tant de titres Sanofi à vendre, où est-ce que tu me fais ton prix pour les acheter? Et donc, si tu veux, là à ce moment-là, le trader, il dit, bon bah ok, moi pour ce montant-là, je te fais tel prix, ok, c'est fait, c'est pas fait. Donc si c'est fait, le gérant du fonds client il va dire ok, c'est bon, on traite à ce niveau-là. Et à ce moment-là, c'est à moi, propre trader, de sortir cette position. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai acheté la position du client de 5 millions de titres, je me retrouve long d'un titre que je veux pas nécessairement dans mon book, puisque c'est plus dans une relation commerciale où la banque elle va générer des commissions là-dessus. Et donc après, c'est à moi, tout au long de la journée,
d'écouler cette position dans le marché. D'accord. Voilà. Et donc là, c'est... Alors, justement, tu dois l'écouler, donc tu dois chercher les meilleurs points de sortie. Pourquoi pas sortir tout d'un seul coup? Comment... Parce qu'il y a trop de volume. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que en fait, si tu veux, compte tenu de la taille des carnets d'ordre, tu peux pas sortir ça d'un coup, c'est absolument impossible. C'est impossible parce que tu ferais décaler les cours d'un coup. Il y a même eu des enquêtes de l'AMF à des moments donnés parce qu'il y a eu des mouvements d'action trop importants d'un coup. Donc c'est aussi justement le rôle du trader d'arriver à sortir ses positions donc de market making de sorte à ce que en fait il n'y ait pas de mouvement trop adverse sur l'action et d'autant plus qu'en fait le gérant de fonds à qui on a acheté cette position qui est donc à qui on a acheté peut-être 5 millions d'actions en Sanofi, le mec il lui en reste peut-être encore 5 millions en portefeuille, on ne sait pas. Donc si derrière il voit un mouvement extrêmement adverse à l'exposition qu'il a lui-même sur ce titre, je peux vous dire qu'il va pas être content. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai été clair? Ouais. Oui, c'était clair. Alors, 2 secondes, je vais juste faire le point sur ce qu'il dit sur le chat, voir s'il y a des questions qui sont destinées. Okay. Je vois qu'il y a... Alors, je sais pas si c'est vrai. Ok, alors... Alors, sur le chat écrit... Bon, il y en a qui disent n'importe quoi. C'est vrai que sur internet, c'est quand même un fléau, ça. Il y en a et on se demande ce qu'ils foutent dans leur vie, parce que c'est incroyable. Alors, attends 2 secondes. Bon, heureusement, il y a quand même des choses intéressantes. Ouais, bref, alors. Ça, on s'en fout. Alors, 2 secondes. Ok, donc ça on l'avait vu. Ok, attention, 1500 secondes. Je pense qu'on a fait. Ok, on dirait. Ok. Voilà, donc tout à l'heure, quelqu'un qui demandait c'est quoi le crash put, ce que tu expliquais tout à l'heure là. Le crash put, voilà, ouais. Crash put, voilà. Donc tu l'as expliqué, ça c'était bien. Non, en fait, c'est pas lui. Bah écoute, l'or explose à la hausse, disait MacGyver. Se lancer, je peux en aller. Oui, il y avait Pascal justement de DMT là, qui réagissait par rapport au chat. Pascal, si tu m'entends, pas la peine de t'énerver, là j'ai déjà banni la personne, mais c'est régulier, hein. Il y a pas mal de monde sur le chat, donc régulièrement il y en a qui viennent dire n'importe quoi. Heureusement c'est une minorité et puis on règle ça assez rapidement. Donc, Pascal qui disait, nous faisons... Oui non, parce qu'en fait la personne... Bon bref, mais t'inquiète pas Pascal, parce que la personne faisait que de la provocation, je sais pas, il y en a qui sont comme ça. Non, parce qu'en gros il disait, oui... Comme quoi, bah justement, c'est le fait que DMT fasse de la formation, c'est parce que vous n'arriviez pas à gagner d'argent, etc. En fait, c'est souvent les critiques qui sont faites à toutes les personnes qui vont faire des activités autres que le trading, c'est qu'on leur reproche bah justement pourquoi vous faites ça si vous gagnez déjà assez d'argent avec le trading. Mais en vrai, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, toi, bah, tu l'expliques en grande partie, c'est parce que tu étais très fatigué justement de l'activité de trading qui est très prenante, que tu t'es plutôt dirigé vers la formation, mais également tu gères toi-même ton compte désormais. Oh ouais, absolument. D'ailleurs, bon, enfin, après, on peut parler, mais si tu veux, le truc, c'est que du coup, le fait d'avoir cette expérience sur les marchés, après, je sais pas si on va avoir le temps de développer tout ce que je voulais mettre sur le PowerPoint, parce qu'en fait, je me rends compte que ça prend pas mal de temps. Mais en gros, c'est là où du coup, tu te rends vraiment compte que pour gagner de l'argent sur les marchés, de la même façon que les professionnels, quand tu es chez toi, il faut que tu adoptes une stratégie qui soit différente. Parce que si tu adoptes la même stratégie que celle que je viens de décrire, ça devient très difficile pour un ensemble de raisons qu'on peut développer si tu veux, mais que j'ai sur le PowerPoint un petit peu plus loin. Mais par contre, il y a des façons de gagner de l'argent, et même beaucoup d'argent, mais il faut simplement avoir une approche qui soit différente. Alors pourquoi ça? Parce que t'as pas les mêmes moyens que quand t'es professionnel. C'est quoi qui fait que tu peux pas avoir la même approche quand t'es en salle de marché que quand t'es en particulier?
Alors, en fait, j'avais préparé un ensemble de trucs. On va les évoquer, ça va être mieux. Bah, désolé, hein, si tu préfères suivre ton plan classique, je te laisse suivre le plan classique. Hein. Non, mais on va les aborder. Hein. Voilà. Alors, donc en fait, voilà. C'est ce que j'ai mis, les recommandations pour l'investissement en bourse du particulier, les difficultés majeures. Donc, premièrement, la dissymétrie de l'information qui rend difficile le trading court terme pour le particulier. En fait, même si on a Internet, même si, enfin, la grande difficulté, c'est que quand on est chez soi, on n'a pas le même volume d'informations et on n'a pas la même immédiateté d'information et on n'a pas la même interprétation par rapport à l'information. Euh, En fait, voilà, c'est ça, c'est que la capacité d'analyse, elle est différente. Chez soi, on n'a pas les analystes financiers. On ne sait pas nécessairement ce qu'attendent les marchés sur telle ou telle news. On ne sait pas non plus si la news elle a déjà été anticipée parce que quand on est dans les salles de marché, on sait ce qui se dit sur les marchés, on sait ce qui est attendu et qu'à un moment donné, même s'il y a une news qui paraît bonne quand elle sort, on sait que c'est déjà anticipé par les marchés parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans les salles de marché. Et quand on est chez soi derrière ces écrans, on ne sait pas ça. On ne sait pas ce qui s'est dit dans les salles de marché et de toute façon ce qui se dit dans une salle des marchés chez Goldman Sachs, il se dit la même chose sur le flux d'information chez Morgan Stanley. Et ainsi de suite chez tous les grands, UBS, etc. Et du coup, l'investisseur particulier, il pâtit vraiment de ça. Mais du coup, tu peux pas garder contact avec par exemple, je suppose que tu as plein de potes qui sont restés à travailler chez Morgan Stanley ou chez UBS. Tu n'as plus de contact avec eux après pour avoir ces informations comme tout le monde. C'est pas possible d'être en contact régulier, ils ont déjà trop de travail de leur côté, ça. Disons que j'en ai des contacts. Bien sûr que je continue à avoir des informations. Bah ouais. Ouais, quand même. Mais disons que l'immédiateté de l'information n'est pas la même et le volume d'information n'est pas non plus le même. Hein, puisque en fait, voilà, les mecs en salle des marchés, ils sont toute la journée au téléphone à échanger des analyses, à échanger des visions, à parler du marché. Bon, ben, moi, même si j'ai le matin des récaps qui me viennent de ces banques-là, malgré tout, après, pendant la journée, moi, à part regarder sur Internet, j'ai plus ces informations-là. D'accord, ok. Voilà. Après, en fait, il y a aussi un autre aspect, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que quand on est chez soi, on ne voit pas les grands mouvements des fonds d'investissement. C'est très très important dans sa stratégie d'investissement de savoir qui fait quoi à quel moment. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je ne sais pas si je vais un peu enlever de l'illusion à certains d'entre nous, mais le truc, c'est qu'il y a certains fonds, on peut dire ce qu'on veut, mais moi je l'ai vu, c'est qu'il y a certains fonds qui bénéficient d'informations privilégiées avant les autres. Donc ça leur permet d'agir avant tout le monde sur le marché. Voilà. Ouais, c'est quoi, c'est des passe-droits par rapport à des amitiés à eux, c'est quoi? Il y a plein d'explications. Ils ont des réseaux d'informateurs. Faut pas trop. Je veux pas non plus dénigrer la profession, mais en fait, il y a aussi un autre grand problème qu'il faut bien prendre en compte sur les marchés, c'est que quand tu travailles dans une banque d'investissement, dans la banque d'investissement, tu as un département qui est le département des marchés, donc celui dans lequel je travaillais, et puis tu as un département qui s'appelle le département Corporate Finance. Et dans ce département Corporate Finance, tu as des mecs qui travaillent toute la journée sur des deals, sur des rapprochements de sociétés, sur des émissions de capital potentiel, sur des émissions obligataires. Donc ça, c'est des choses qui vont impacter les cours. Sauf qu'en fait, il y a ce qui s'appelle une muraille de Chine entre la salle des marchés et le département du corporate finance, qui fait qu'il ne doit y avoir absolument aucun lien entre les deux. Mais la réalité, c'est que parfois, il y a des clients de ces banques qui, eux, sont en lien avec les personnes qui travaillent au sein du département corporate finance et qui, du coup, bénéficient de ces informations privilégiées non officielles et qui leur permettent d'agir sur les cours avant tout le monde. D'accord. Et donc ça, du coup, alors attention, parce que ça, c'est répréhensible par la loi. Ouais, voilà, ce que je voulais dire. Ça, du coup, ça semble illégal. Non, ouais, voilà. Non, ce que je veux surtout pas faire penser, c'est que c'est la règle. Ce que je veux dire, c'est que ça arrive. Ça existe.
ça existe et qu'en plus, bah, comme par hasard, c'est toujours certains fonds qui sont en avance sur l'information avant les autres. Voilà. Et alors, bon, et après, il y a un autre truc, c'est qu'effectivement, il y a l'AMF, on peut dire ce qu'on veut, mais le problème, c'est que pour l'AMF, ou l'AMF ou les autorités de régulation en Angleterre, la FSC, etc., mais c'est des informations qui sont extrêmement difficiles à prouver. C'est extrêmement difficile de prouver qu'un fonds, il a eu une information avant les autres. Pourtant, tous les téléphones sont enregistrés, etc. dans les fonds, normalement. Ouais, non, mais les mecs, ils prennent comme un minimum de précautions, donc ils ont des portables, avec des portables qui ne sont pas nécessairement immatriculés sur les sols français. Enfin, c'est des trucs, voilà. Ils prennent vraiment leurs précautions. D'accord, ok, ouais, donc c'est... Et ça fait une vraie différence, ça. D'avoir l'information avant les autres, c'est vraiment... c'est un avantage indéniable, quoi. Là, c'est vraiment, on va dire, piper les dés, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment qui ont... ouais, mais c'est ce qui s'appelle l'insider dealing, en fait. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est clair. Hein. Bon, après, encore une fois, excuse-moi, hein, je veux surtout pas dire que c'est la règle. Hein. Ouais, j'ai compris. Mais du coup, là, si tu identifies justement quels fonds ont les informations avant les autres, après, si tu te fixes, puisque grâce à la banque, tu as leur flux de capitaux, sur ce que eux font, tu peux également, en fait, toi-même, sans avoir participé au truc, en profiter. Ça aide. Ah ouais. Alors attention, parce que ces fonds, ils font pas que ça. Hein. C'est-à-dire que c'est ça aussi la difficulté, c'est-à-dire que ces fonds, à un moment donné, ils vont prendre des positions sur des actions sans avoir nécessairement une information particulière. Donc si tu répliques systématiquement ce qu'ils font, bah, le problème, c'est qu'à un moment donné, effectivement, tu vas gagner beaucoup quand tu vas être bien regardé, en espérant qu'il n'y ait pas une information menée par l'AMF sur tes prises de position. Mais par contre, les fois, ils vont prendre des positions qui n'auront rien à voir avec ces informations privilégiées. S'ils se plantent, bah, tu vas te planter aussi. Donc, c'est bien de savoir qui fait quoi. Ça peut t'aider dans ton trading, mais il ne faut pas te calquer là-dessus, en fait. Hein. Ouais, toujours, ok. Faire une synthèse et puis garder ça à l'esprit, mais c'est pas non plus ce qui va faire ton trading, quoi. Exactement. Okay. Mais voilà, après, si tu vois que tu as beaucoup de flux sur une valeur qui vient de plusieurs fonds d'investissement, etc., là, tu peux commencer à te poser des questions. Ouais, donc, du coup, en fait, toi, comme là, on va avoir des traders particuliers qui vont, eux, étudier le volume, etc., toi, tu allais encore plus loin que ça. C'est-à-dire que non seulement tu étudiais le volume, mais également qui était derrière quoi, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, donc en fait, c'est pour ça que ce que je disais, c'est que quand tu es chez toi, tu n'as pas accès à ce type d'informations. Et c'est ce qui rend difficile le trading à ce niveau-là, en fait. Hein. Ok. Voilà. Après, bon, bah, tu as les coûts d'exécution, parce que bah, de toute façon, à un moment donné, quand tu veux traiter en prenant des marges finalement pas nécessairement très élevées sur la performance de l'évolution de l'action, bah, tu as des coûts d'exécution qui viennent se greffer, qui rendent difficile de faire des performances, mais surtout sur l'intraday, sur des actions, hein, je parle. Ou alors, pour ça, bah, il faut utiliser des capitaux importants en utilisant l'effet de levier. Mais, comme on a dit, le problème, c'est que comme tu es en retard, bah, parfois ça nuit à la performance et parfois ça transforme ta prise de position en perte. Parce que tu arrives en haut au moment où tout le monde a acheté depuis pas mal de temps, ou que, disons que l'information est déjà bien dans les cours, et du coup, bah, tu achètes un stock qui a déjà bien performé, quoi. Hein. D'accord. Voilà, donc après, l'analyse technique, bah, elle peut aider sur les actions, hein. Mais c'est vrai que parfois les mouvements sur les actions sont très saccadés et moins progressifs et tendanciels que sur le forex. Donc des fois, tu as des ouvertures en gap. Du coup, c'est pour ça que c'est très très bon pour moi, je pense, de mener l'analyse technique à l'analyse fondamentale. Voilà, et du coup, bah, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'on a plus de 2 millions d'investisseurs privés. C'est ce que j'ai lu dans les échos d'ailleurs il y a peu de temps. Les investisseurs privés d'une manière générale sont découragés par les marchés en considérant que c'est pas le moment d'investir en bourse, alors qu'en fait c'est tout à fait possible de gagner, mais il faut simplement avoir une stratégie qui est différente. D'accord. Et donc, voilà. Bah, tu l'expliqueras tout à l'heure après justement l'approche que toi tu as maintenant. Ou pas spécialement, tu vas pas rentrer dans... Parce que quand tu dis une approche qui est différente, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire qu'est-ce que la norme et en quoi il faut se différencier justement? Alors ouais, justement, donc moi ce que j'applique... Ah oui, bah voilà, c'est ça exactement. Voilà. Donc c'est ce qui s'appelle le value investment. Ouais. Eh, pardon, je peux te couper 2 secondes parce qu'en fait j'ai vraiment soif, je vais me prendre un verre d'eau. Vas-y, je t'en prie. Je reviens dans 30 secondes, hein. Je suis désolé de te couper comme ça. À tout de suite.
Ouais, pardon, ok, c'est bon. Ouais, en fait, je crois qu'il y a une question sur le chat, je comprends pas vraiment, c'est peut-on identifier les banques ou les fonds sur le marché? C'est-à-dire? Non, je pense que lui, ce qu'il voulait dire, c'est est-ce que nous, en tant que particulier, on peut identifier ça, mais je pense pas. Hein. Ah non, C'est non, impossible. impossible. Ouais. C'est absolument impossible. Oui, là, justement, en fait, ce que t'expliquais, pour répondre, je sais pas qui posait la question, c'est ça, c'est qu'en fait, les hedge funds, etc., là, c'est vos clients, en fait. Donc, forcément, vous avez accès aux... Voilà, exactement. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des hedge funds ou quoi qui demandent à être masqués, même aux traders de la banque, qui passent un accord, par exemple, avec le patron de la banque, pour pas que ces traders puissent avoir accès? Non, ça n'existe pas, ça. Attends, excuse-moi, parce que j'étais juste en train de dire la dernière question, donc est-ce que tu peux reposer ta question? Est-ce qu'il y a des hedge funds ou des fonds institutionnels qui demandent au patron de la banque que en fait, ces informations et ces ordres ne soient pas transmis aux traders ou ça n'existe pas? Non, c'est impossible. C'est impossible, ouais. C'est impossible. Ouais. D'accord, ok. Merci. Et là, en fait, je vois aussi encore une question. Peut-on avoir des informations privilégiées en abonnement à Reuters, à Bloomberg? Bah non. La réponse, c'est non. Parce que, justement, si c'est des informations privilégiées, on n'a pas le droit de les communiquer. Ouais. Donc, ces informations privilégiées, ni Bloomberg, ni personne ne doit les avoir. Et même s'il les avait, il ne devrait pas les diffuser tant que justement ce n'est pas rendu officiel. Mais Bloomberg, de toute façon, ils font que retranscrire l'information. C'est pas eux qui sont au cœur de l'information. Enfin, ils sont au cœur de l'information dans le sens où ils la diffusent, mais c'est pas eux qui la créent. Ouais. Oui, là, en fait, ce que je dis, c'est que c'est encore. Les contacts que les mecs ils ont, c'est encore plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est carrément en fait comme tu disais, là, infiltrés, je sais pas quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont infiltrés. C'est-à-dire que par exemple, ils ont un contact au sein même de, je sais pas, de la Fed, on va dire par exemple. Non, mais pas de la Fed, en fait, c'est Alors peut-être qu'il y en a aussi au sein de la Fed. Là, je disais que c'était un exemple, mais vas-y, vas-y. Oui, ça peut être de la Fed, mais bon, à ce moment-là, là, c'est vraiment, ça va chercher très haut. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les banques d'investissement, je dis n'importe quoi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, il y a un département qui est le département Corporate Finance, qui va travailler sur un deal. Je dis n'importe quoi, par exemple, d'ailleurs, ça a fait l'actualité à l'époque, mais ça remonte. C'était l'histoire de Carrefour Promodest, où en fait, il y a eu un rapprochement qui s'est fait. Donc il y a des mecs qui, avant que cette information soit rendue publique, travaillent sur le dossier pour qu'il y ait ce rapprochement qui soit fait. Ouais. Donc au moment où ils travaillent dessus et qu'ils savent que ce rapprochement va se faire, ils diffusent cette information à des gérants de fonds avec qui ils sont de connivence, qui va permettre à ce gérant de fonds de prendre une position sur le marché avant tout le monde. D'accord. Voilà. Et au-delà de ça, comme justement tu parlais de Goldman Sachs, on voit plein d'anciens de Goldman Sachs qui sont à des postes politiques très élevés. Ça, tu penses que derrière, ils restent en contact et donc ça peut justement servir à ça parfois dans certaines circonstances? Franchement, je crois pas. Je crois qu'après, arriver à ces moments-là, ces mecs-là, ils sont assoiffés de pouvoir encore plus que l'argent. L'argent, ils en ont tellement parce qu'ils sont restés des années dans des banques qui payent extrêmement bien à des postes extrêmement élevés. C'est ce qui leur a permis d'arriver là où ils en sont aujourd'hui. Je crois que vraiment ce qui prédomine pour eux avant tout, c'est le pouvoir. Ouais. Ah, ok. Et en plus de ça, je suppose que ces mecs-là sont quand même super surveillés. Quand on arrive à de tels postes, bon après il y a toujours moyen de magouiller, mais je pense quand même que... Bon, on est surveillé. Bon bref, là on s'éloigne. Donc vas-y, je te laisse reprendre ton plan. Ok. Donc pour en revenir finalement, voilà, moi en tout cas c'est ce que j'applique. Après pour moi ça marche très bien, chacun sa façon de faire. Et puis d'ailleurs c'est drôle parce que j'ai écouté la dernière intervention qui avait été faite avec Stéphane Sodutey et c'est drôle parce que finalement j'ai trouvé des recoupements entre le fondamental et le technique sur certains éléments, donc on va peut-être pouvoir les voir. Et j'ai trouvé ça drôle alors que c'est deux approches qui sont complètement différentes. Donc en fait voilà, moi ce que j'utilise c'est ce qui s'appelle le value investment. Donc comme on a vu, donc, le fait que le particulier pâtisse d'un désavantage, le value investment, lui, il va permettre de détecter les entreprises qui sont sous-cotées par rapport à leurs fondamentaux. C'est-à-dire, c'est les entreprises qui ont un avantage concurrentiel, c'est ACD, ça veut dire avantage concurrentiel durable. Et en fait, cette stratégie de value investment, c'est la stratégie d'investissement qu'utilise Warren Buffett. En fait, l'objectif, ça ne va pas être d'acheter une entreprise, donc une action, parce qu'elle n'est pas chère, mais parce qu'elle est sous-cotée. C'est-à-dire que,
on va détecter une entreprise qui a un très fort potentiel, on va l'évaluer d'un point de vue financier, parce qu'en fait, on peut dire ce qu'on veut, la stratégie d'une entreprise, elle se reflète dans les chiffres, elle se reflète dans ses états financiers. Donc, c'est par l'intermédiaire de ces états financiers qu'on va évaluer à la fois la santé financière de l'entreprise, mais aussi et surtout l'historique de cette entreprise, pour définir si c'est une entreprise qui est en situation d'avantage concurrentiel durable. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail, qu'on a validé que cette entreprise a des fondamentaux qui sont très forts, on va la valoriser. Parce que ça ne sert à rien de se jeter sur une entreprise. C'est un peu le même système que de dire voilà, je vais acheter cette voiture parce qu'elle a des très bonnes performances, mais cette voiture, si je l'achète 500 000 euros alors qu'elle en vaut 30 000, ça n'a absolument aucun intérêt. Ouais. Bah, nous, ce qu'on veut, c'est acheter une voiture qui a acheter une action qui a des super performances, mais à un prix à la casse. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, par rapport à ça, l'investisseur particulier bénéficie d'un avantage considérable. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait du risque de marché. C'est que lui, il va profiter des mouvements extrêmes du marché lors des paniques des intervenants. Parce qu'en fait, les intervenants, de manière générale, ils ont un comportement très moutonnier. Pour lui, venir acheter des actions sur lesquelles il aura travaillé en amont, qu'il aura défini si financièrement c'était des sociétés qui étaient en bonne et même très bonne santé, qui avaient disposé d'un avantage concurrentiel durable et qui concordaient par rapport au niveau de valorisation qu'ils en avaient fait. Et en fait, moi je reprends cet adage de Warren Buffett qui dit « Soyez avide quand les autres sont craintifs et méfiant quand les autres sont euphoriques ». Bah, c'est exactement en fait la philosophie du value investment. D'accord, ok. Voilà, donc en fait, en gros, ça va permettre au particulier d'être sûr de son investissement parce qu'il a passé longtemps à l'étude d'une société. Et puis il aura une bonne connaissance à la fois des fondamentaux à long terme, des fondamentaux à long terme de la société et de la valeur de l'entreprise. Et donc, pour en revenir et peut-être terminer là-dessus, c'est que en fait, ça va lui permettre de tourner le risque de marché à son avantage. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si tu te rappelles, je parlais du risque de marché. Bah là, en fait, plutôt que de subir le risque de marché en étant exposé sur le marché, il va au contraire, quand le marché va décaler à la baisse, ça va lui permettre, lui, de rentrer sur le marché pour avoir un très fort potentiel d'appréciation sur les actions qu'il aura sélectionnées. Et voilà, donc la conclusion, en fait, c'est que quand on est un investisseur particulier en bourse, c'est que pour gagner beaucoup en bourse, il faut savoir être contrariant et surtout ne pas se laisser polluer par les grands discours des professionnels. Donc c'est pour ça que je disais que ce qui était intéressant par rapport à l'intervention de Stéphane, c'est que moi je pense qu'il faut essayer de rester assez en retrait des grands discours des professionnels, parce que sinon ce qu'on risque de faire, c'est d'être moutonnier, d'être euphorique quand les marchés montent et au contraire d'être déprimé quand les marchés baissent, alors qu'en réalité, pour gagner en bourse, il faut savoir être contrariant. D'accord. Toi, en tant que particulier, tu arrives à tirer quelle performance mensuelle ou annuelle Est-ce qu'elles sont moindres par rapport à ce que tu avais quand tu étais en professionnel, et de quel ordre elles sont en fait? Ouais, alors en fait, donc si tu veux, là le value investment, il a aussi une particularité, c'est que c'est une stratégie d'investissement qui n'utilise pas le levier. Le levier, c'est interdit. Voilà, parce que sinon, on risque de se trouver dans des situations qui peut être pas très bien gérable. Donc on n'utilise pas le levier. Sur 2011, le portefeuille il a fait 17%. En face, le CAC, lui, il a perdu 17%. Et sur 2010, le portefeuille il a fait 8%. Aujourd'hui, sur 2012, on est à plus 3 en étant investi qu'à 20% du portefeuille. Et c'est justement en ce moment, alors que les marchés ont fortement baissé, qu'on est en train vraiment de sortir le détecteur pour chercher des opportunités d'entrée sur le marché. Voilà. Sur certaines valeurs, il y a vraiment des valeurs qu'on suit de très très près. Et c'est vraiment dans des périodes comme celle-ci où il y a beaucoup d'investisseurs qui
qui ont des gros doutes, etc. Ou au contraire, nous, on va en profiter pour rentrer sur le marché. Alors quand tu dis on, vous êtes plusieurs à prendre les décisions? Bah, disons que c'est moi, mais après, bon, l'objectif, c'est pas non plus de faire la promo, mais on va mettre en place un portefeuille. Si, bah, l'objectif c'est faire de la promo aussi. Hein. T'es invité, c'est pour faire la promo, donc vas-y, bien sûr. Bah, on va mettre en place un portefeuille qui va répliquer exactement les prises de position que je prends en réel sur mon portefeuille. Donc voilà, on va le diffuser sur le site. D'accord, ok. Attends, je crois qu'il y a une question. Ouais, bien sûr, bah, il va y en avoir plusieurs. Hein. D'ailleurs, là, tu as fini ta présentation. Bah, en tout cas, c'était vraiment super intéressant. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont des questions, donc bah, c'est le moment de les poser. Je sais pas, tu comptais rester qu'une heure, toi, donc là, tu es peut-être pressé. Comment tu le sens là? Non, je suis pas trop pressé, mais je sais qu'il y a Pascal qui veut intervenir aussi après. D'accord. Bah, on peut essayer de traiter quelques questions. D'accord, ok, bon, on va faire une petite session questions-réponses. Alors, je vais te les transmettre, je vais faire le point rapidement. Ouais, donc, chez quel broker tu es actuellement? Donc moi, je traite chez Fortuneo. Voilà. D'accord, donc spécifiquement sur le marché action. Ouais, exactement. Ok. Ouais, exactement. La plateforme, bah, c'est une plateforme spécifique à Fortuneo, c'est ça? Ouais. La stratégie, Ouais. bah, tu l'as déjà bien expliqué, oui, c'est clairement fondamental, toi. Hein. Là, il y a très peu de technique, même pas du tout de technique dans son. Ouais, en fait, si tu veux, il y a quand même un petit truc aussi, c'est que pour doper la performance du portefeuille, ce que j'aime bien aussi un petit peu, c'est mettre du tracker sur le CAC. Alors, ça peut être un tracker bear ou bull. En fait, donc aujourd'hui, je te dis clairement, à des niveaux de valorisation sur des price earnings de 10 sur le CAC 40, moi, je cherche vraiment des signaux d'entrée sur l'indice, donc sur les valeurs, mais aussi sur l'indice, et que je fais au travers des ETF, en fait. Et après, les ETF bear, c'est quelque chose qui peuvent être utilisés en stratégie de couverture, mais quand on arrive sur des niveaux de valorisation beaucoup plus élevés, et là, je peux te dire que d'un point de vue personnel, je pense qu'il y a encore beaucoup de temps avant de les utiliser. D'accord. Et c'est des positions qui durent combien de temps en moyenne, ce que tu prends? Plutôt de l'intraday, plutôt du swing? Alors voilà, donc justement, c'est aussi ça, ce sur quoi je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, c'est que si tu veux, le portefeuille, c'est un portefeuille qui est pas très actif. Ce que je vais chercher vraiment, c'est des choses qualitatives. Donc pour te donner un exemple, sur 2011, j'ai fait une vingtaine de trades. Sur 2012, j'ai fait pour le moment une dizaine de trades, tu vois. Donc c'est vraiment pas quelque chose, c'est vraiment pas la stratégie, c'est vraiment pas de privilégier un aller-retour dans la journée, absolument pas. C'est vraiment à partir du moment où tu penses que tu as fait ton analyse, que l'action dans laquelle que tu as analysé vraiment et que tu as valorisé, hein, vraiment ça c'est super important, c'est de savoir valoriser une action, de te dire voilà cette action elle vaut tant et au-dessus de ce prix je suis pas prêt à acheter. Mais à partir du moment où tu sais que pour toi, ton analyse, elle te dit que cette action, elle vaut tant, bah, tu rentres par palier. Tu vas rentrer un premier palier. Et comme tu as plusieurs techniques de valorisation, en gros, moi, ce que j'essaie de faire, c'est sortir 2, voire 3 niveaux de valorisation. Et à partir et c'est des niveaux de valorisation très, très, très conservateurs. Et à partir de ce moment-là, eh ben, je rentre par palier successif. D'accord. Voilà. Donc par palier successif, c'est-à-dire plutôt en pyramidant ou en moyennant? Ou ça peut être les deux? Non, en moyenne, systématiquement, lorsque j'en ai l'opportunité, parce que comme c'est des niveaux de valorisation qui sont très conservateurs, bah, souvent je peux moyenner une fois, mais rarement plus. Mais après, il y a aussi un autre aspect qui est à prendre en compte, c'est la cyclicité des marchés, parce qu'en fait, il y a des périodes dans lesquelles il faut être investi, et ça, c'est plus par rapport à mon parcours professionnel que je le sais, et des moments dans lesquels il vaut mieux être bien moins investi. D'accord. Donc ça va être passion et se retirer du marché. Voilà, exactement. Ouais. Ou alors être partiellement investi, en fait. Hein.
D'accord. Si tu veux, il y a des stocks sur lesquels bah, voilà, tu les aimes, c'est vraiment des. Et donc, tu as des gains dessus, et même si tu penses que les marchés peuvent un peu se retourner, et ben, tu laisses une partie d'exposition sur ces stocks-là, parce que c'est des stocks qui vont de toute façon continuer à s'apprécier. Et moi, en portefeuille, j'ai 2 stocks qui ont continué de s'apprécier alors que les marchés ont pris des pains, quoi. D'accord. Donc après, c'est discrétionnaire. Ok, donc alors ça, pose question quantitative, bonjour. Alors, ES qui disait, ça on le sait déjà, Zizou qui disait, voilà, bah, qui te demandait une question sur l'euro-dollar et la tendance du marché le mois prochain. Bon, en gros, il te demandait comment tu vois le marché évoluer pour le mois prochain. Alors, c'est-à-dire sur les actions? Bah, lui, en l'occurrence, il parlait de l'euro-dollar. Après, il y a quand même des corrélations fortes, hein. On sait que l'euro est un actif à risque. Mais toi, spécifiquement, vu que a priori tu t'intéresses pas spécialement à l'euro-dollar, bah, le marché qui t'intéresse le plus, donc a priori, serait ouais, le marché action. Ouais, bah, si tu veux, donc l'euro-dollar, je pense que Pascal, il pourra vraiment en parler et beaucoup mieux que moi, puisque moi, je traite beaucoup plus les actions. Après, si tu veux, c'est aussi un des propres de la stratégie, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que il faut pas essayer d'avoir une vision déterminée et arrêtée de ce qui va se passer sur le marché, justement en te laissant polluer par la communauté financière, parce que c'est là où en fait ça va t'empêcher de rentrer dans des niveaux de valorisation qui peuvent être super intéressants. En gros, si tu veux, pour moi, le marché, t'as toute la thématique des dettes qui revient systématiquement. C'est vrai que finalement, on se rend compte que il y a tellement de mal à prendre des décisions au niveau politique sur les responsables européens que je crois que la moindre bonne nouvelle peut finalement permettre au marché de remonter. Mais toujours dans un range, en fait. Voilà. Donc, si tu veux, je pense que juillet, août, quoi qu'il en soit, quelles que soient les anticipations qu'on puisse avoir du marché, c'est des marchés dans lesquels il faut être peu investi parce qu'il y a peu de professionnels qui sont là, parce qu'il y a peu à attendre en termes d'actualité économique, il y a peu à attendre en termes de résultats de parution d'entreprise. Donc, quelle que soit l'anticipation que éventuellement on puisse faire sur les marchés, je crois que c'est un marché qu'il faut plutôt éviter pendant la période estivale. D'accord, ok. Mais pas shorté non plus. Ouais, toi, c'est ni achat ni vente, ça va vraiment dépendre de nouvelles spécifiques. Même tu dis peut-être plutôt des achats s'il y a des bonnes nouvelles, mais Ouais, trop ouais. incertain, pas assez de volume, et donc pour toi, c'est pas la bonne Ouais, période en pour fait, rentrer. exactement. Si tu veux, ça serait rentrer à toute petite dose sur des achats opportunistes sur certaines valeurs. On a l'opportunité de voir des niveaux intéressants. Mais sinon, voilà, quand même faire plutôt attention sur les marchés de juillet août. Ok. Une autre question, toi, c'est quoi ton poste exactement chez DMT? C'est quoi, tu fais les formations fondamentales? Voilà, exactement. Exactement. D'accord. Et une personne qui va aller chez DMT pour suivre une formation, il va choisir ce qu'il veut ou il subit n'importe quoi, il suit l'ensemble de la formation de A à Z. Il n'y a qu'une seule formation, il y a plusieurs formations, comment ça se passe? Alors, en fait, non, sur l'analyse technique, il y a plusieurs possibilités. Donc, Pascal, il va pouvoir revenir plus en profondeur là-dessus. Moi, par contre, sur le fondamental, je fais une formation. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle soit complète. Et c'est pour ça que, en fait, je parle du fondamental, pardon, de l'évaluation de la société, hein, savoir si la société c'est plutôt une Porsche, une Ferrari ou plutôt une 2 chevaux, et ensuite à quel prix on va acheter, donc valoriser, définir les techniques pour valoriser une société et se définir le prix auquel on va vouloir acheter, l'action. Donc si tu veux, en gros, et puis un dernier point qui est sur la gestion de portefeuille. Quels sont les cycles dans lesquels il faut qu'on soit investi, voire surinvesti, et les cycles dans lesquels il faut qu'on soit sous-investi. Voilà, mais si tu veux, en gros, la formation, comme ces 3 pôles sont vraiment complémentaires et indissociables, on est obligé d'avoir cette formation d'un seul bloc. D'accord, ok. Alors, là, sur la vue, le marché sécurisé, c'est ordres, les fonds, les banques, qui ont des idées. Ouais, ES Trade, lui, il disait qu'on pouvait savoir en tant que particulier bah, ce que font les gros, puisque sur les marchés centralisés, on sait qui passe les ordres, les fonds et les banques, etc., ont des idées
pour les repérer, etc. Moi je connais pas, donc toi qu'est-ce que t'en penses? Bah, en fait, j'ai pas trop compris. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, mais ça, de toute façon, c'est certain. Voilà, de chez nous, on ne pourra jamais savoir les quantités qui ont été négociées par tel ou tel fonds sur telle ou telle valeur pendant, enfin, par exemple, sur la journée d'aujourd'hui. Et peut-être que si cet internaute arrive aujourd'hui là à nous le dire au travers d'un site, je serais vraiment très content de le découvrir. Ok, bah donc message adressé à Westred. L'abonnement Bloomberg est très cher. Ouais, tu disais Bloomberg, il n'y a pas grand chose. Mais je veux dire, ils n'ont pas d'informations spécifiques ou avant les autres, ils transmettent juste l'information. Mais pourtant, bah, les banques et tout, elles s'abonnent à Bloomberg et ça coûte très cher. Pourquoi ça coûte si cher et quel est l'intérêt en tant que particulier? Est-ce que ça, si on est très riche par exemple, est-ce que c'est intéressant de s'abonner par exemple à Bloomberg ou pas? Bah, franchement, en tout cas, avec la stratégie que je développe, ça n'a aucun intérêt parce qu'on trouve une mine d'informations sur Internet. Donc, ça, c'est le premier élément. Bloomberg, c'est très bien quand on est professionnel parce qu'effectivement, on a vraiment toute l'information en direct. On a une mine d'informations, mais à tous les niveaux, parce que tant d'un point de vue des news micro, macroéconomiques, bon, quand vous avez un chiffre qui sort sur la macro, vous l'avez tout de suite en direct, mais aussi sur tout ce qui est résultats des sociétés, quand vous voulez aller voir tous les bilans, tous les comptes des résultats sur même 10 années en arrière, sur les valorisations des sociétés il y a 5 ans, enfin, sur calcul de bêta, enfin ça, je ne vais pas rentrer plus dans le sens côté trop technique, mais voilà, pour un professionnel, ça a un intérêt. Pour un particulier, franchement, moi, j'en ai absolument pas besoin, quoi. D'accord, ok. Peut-être plus d'abonnements, les différents chats, on a eu. Et là, il a parlé des actions que je ferais. Merci pour cette précision. Alors, 2 petites secondes. Je fais la formation. Donc, sur le dernier point, c'est vrai. Tu as rapporté. Voilà. Tu as mis les analystes, car il y en a. Les analystes, c'est bon pour assurer un investisseur qui perd de l'argent. Je ne serai pas autant catégorique, ça existe pas mal de trucs. Lolo qui disait, ok, j'ai une patin à 1. Resort, tu peux donner des infos sur la formation DMT, ça c'était fait, c'est ce que j'ai posé tout à l'heure. Demander Gordon. Street qui disait pending home save, ouais, ok, les ventes qui sont tombées. Comme à la baisse, tous les autres indices sont menés, mais aussi sur l'interne. Comme je suis, voilà. On peut aller échanger là. Sur les actions précisément, je sais pas. Où tapisser les murs de stocks de combustible. Lol, hein, voilà. C'est pas un site sur la profondeur du marché du CM. Ok, donc bah, là, a priori, on a fait le tour des questions. Si vous avez des dernières, posez-les maintenant. Sinon, bah, merci beaucoup Arnaud pour tout. Et puis, ben, peut-être qu'on se reverra prochainement. Avec grand plaisir, je pense que Pascal va prendre le relais. Bonne journée. Merci pour tout, vraiment, c'était super. Hein. Vraiment, Merci. plein d'informations, très précis. Vraiment, merci beaucoup. Ah ouais, je suis très content. Merci, au revoir. À plus tard.